Bah écoutez, je t'écoute. Voilà, donc alors, raconte-moi, raconte-moi ta vie. Ah, ma vie. D'abord, elle a 68 ans, ma vie. Elle a commencé le 19 mars 49. Je suis né dans le 8e, de parents qui étaient venus d'étrangers, puisque aussi bien ma maman que mon papa étaient de Grèce. Et malheureusement, j'ai perdu très vite ma maman, puisque j'avais pas 4 ans qu'elle est décédée. Et ça a été une grosse brûlure pour moi parce que, d'abord c'est violent et qu'on n'est pas prêt à ça. Mon père a essayé de nous faire élever par sa maman, donc ma grand-mère, et elle était trop âgée, elle ne pouvait pas nous supporter. Donc la pension a été envisagée et dès l'âge de 7 ans, je me suis retrouvé dans un home d'enfants. Dans ce home d'enfants, moi, tout de suite, je me suis adapté. Et c'est ce qui va être une grande constante de ma vie, c'est que je me serais toujours adapté partout. Ça vient peut-être de là, d'ailleurs. Mais ce qui a été ma souffrance, c'est que j'avais ma petite sœur qui avait 20 mois de moins que moi avec moi et qu'elle elle ne s'y faisait pas. Donc, moi, j'assumais, mais j'assumais un peu moins pour ma petite sœur. Et ma seule vengeance, si je puis dire, si j'avais une vengeance sur la vie, c'était d'être le meilleur à l'école. J'avais rien d'autre. Parce que on m'a mis dans un home d'enfants pour riches. Et moi, je viens d'une famille extrêmement pauvre, donc ça faisait des différences. Même si les directeurs et les directrices de la pension étaient des catholiques bien pensants, qui faisaient tout pour nous mettre sur un pied d'égalité, il y avait quand même des différences. Et entre autres, dans ce qui m'a beaucoup marqué, c'était une maison avec un grand jardin et où tous les gamins pouvaient faire du vélo, mais moi, je n'avais pas de vélo. Et n'ayant pas de vélo, si je voulais faire du vélo, il fallait que j'en mendie un. Donc je devais souffrir tous les côtés méchants des enfants qui se montrent pas très gentils à ce moment-là. Et voilà, c'était des petites souffrances. Malgré tout, j'ai appris la solidarité parce que, comment dire ça, on vivait ensemble et que on avait donc à partager. Et c'est peut-être là que j'ai appris un peu le sens du partage. Et j'y suis resté 4 ans. Et pendant ces 4 ans, chaque année qui passait, ça allait un petit peu mieux. C'est-à-dire que cette pension est devenue ma famille, à tel point que la dernière année, je suis devenu chef de groupe. Et je dirigeais un groupe d'enfants et il y avait une sorte de compétition entre les 4, il y avait 4 groupes, entre les 4 groupes. Et j'avais une sorte de fierté à ce que notre groupe gagne. Alors ça se passait de la manière suivante. Si on faisait une mauvaise action, qu'on se comportait mal, on avait un mauvais point, c'était l'équipe qui avait un mauvais point. Si on faisait une bonne action, on faisait bien son lit, on ramassait les feuilles, on se montrait généreux avec quelqu'un, on avait des bons points, mais les bons points n'allaient pas à la personne, ils allaient à l'équipe. Et le directeur de la pension, qui était un homme généreux, avait décidé d'offrir une belle récompense aux vainqueurs du groupe. Et je me souviens, puisqu'on était en grande banlieue, on était à Montesson, que le directeur de la pension nous a amené comme récompense au cirque Medrano. Voilà, j'avais jamais été au cirque, je n'étais jamais allé au cirque précédemment. Donc c'était un grand moment pour moi que cela, et ça avait été, j'en garde encore un grand souvenir. Mais ma petite sœur, souffrant tellement en pension, mendiait auprès de mon père pour d'avoir une nouvelle maman. Ce qui a poussé mon père à se remarier. Et cette nouvelle maman, ma petite sœur, elle l'a adoptée immédiatement, et pas moi. Moi, ma vraie maman, je m'en souvenais, et j'étais pas prêt à accepter une belle-mère. À tel point que j'ai préféré rester en pension une année de plus, alors que ma petite sœur, elle, est rentrée à la maison. Cette année, en plus, était importante, parce que c'était la dernière année d'école primaire, et je préférais pas changer, puisque tout se passait bien. Bon, voilà, j'arrive à 11 ans, je rentre à Paris,
et je me retrouve en 6e au lycée Jacques Decour dans le 9e, qui est un lycée disons, pas très riche, où enfin ce sont d'enfants pas pauvres, mais venant de milieux pas très avantagés. Et on sent chez tous ces enfants une énorme volonté de quelque part faire quelque chose de leur vie, réussir, s'intéresser, en fait motivés à aller quelque part dans leur vie. Alors là aussi, au lycée, je me débrouille plutôt très bien, sans être le meilleur. Je suis toujours dans les meilleurs de la classe. Et cela, avec même une année charnière, je crois que c'était la seconde ou la troisième, où j'étais premier dans la moitié des matières. Puis arrive le bac. Ben, le bac, je l'ai sans aucun problème à une époque où on ne le donnait pas comme on le donne aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai fini ma scolarité. Et là, c'est les premiers moments où je n'avais pas encore eu vraiment la chance de voyager, où je commence à aller découvrir quelques pays extérieurs. Je pense à la Grèce, l'Italie, puis d'autres pays un peu proches. Voilà, donc je commence à voir juste un peu le monde. Et je m'aperçois très vite que j'adore le voyage, que le voyage sera forcément toujours important dans ma vie. Je voulais être architecte. Depuis l'âge de 7 ans, je rêvais d'être architecte. Mais mon père considérait que c'était un métier sans avenir, c'est-à-dire que pour un qui réussissait, il y en avait 99 qui vivaient misérablement, et il m'a dit non, il faut que tu aies un métier qui t'apporte plus de sécurité financière. Et il m'a dit tu vas t'inscrire en sciences éco. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai suivi, parce qu'un cousin avait dit que Sciences Éco c'était bien, donc je me suis inscrit à Sciences Éco. Les premiers mois de fac, je trouvais que la vie était belle, j'ai rien fichu. Jusqu'au moment où il y a eu un examen blanc où je me suis fait rattraper par le temps. Et je me suis dit, si je veux faire quelque chose, il faut que je travaille. Alors, je me suis mis à travailler sérieusement pour passer mes examens, mais mai 68 est arrivé. Et j'étais le seul à la bibliothèque de la faculté à continuer à travailler. Tous les autres étaient dans la rue, sur les boulevards, à lancer des pavés, jusqu'au moment où j'ai compris que les épreuves n'auraient pas lieu. Et je suis descendu donc dans la rue comme tout le monde. Et heureusement, parce que ça m'a donné 3 mois de plus pour réviser mes examens, parce que je n'avais pas tellement bien travaillé la première année, pour passer mes examens en septembre et les réussir en septembre. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que l'université c'était sérieux, qu'il fallait faire ça sérieusement. Alors seconde, troisième, quatrième année, première partie de doctorat, à l'époque ça s'appelait le DES. Et j'ai tout fait consciencieusement en ayant toujours des notes plus qu'acceptables. Et j'ai eu mon DES. Mais mon DES, je l'ai fait sur les problèmes de gestion, pas les problèmes de gestion, c'est les problèmes de banque. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça en fait. J'avais pas d'énorme motivation. Mais on m'a dit, j'avais un copain qui faisait problème de banque, je dis je viens avec toi, je fais problème de banque. Et quand on a cet examen qui était un examen de haut niveau à l'époque, obligatoirement on se retrouve à travailler dans une banque. À l'époque, le chômage n'existait pas. Mon père a donné un coup de fil à un monsieur qui travaillait dans une banque. Un vendredi après-midi, le lundi à midi matin, j'allais au boulot. J'ai été stagiaire. De stagiaire, j'ai été employé normalement près de 3 mois. Au bout du compte, je n'ai fait que 9 mois dans la banque. J'ai fait que 9 mois parce que la banque m'a beaucoup déçu. On me disait tous les jours et sans arrêt, ne porte intérêt qu'aux gens qui ont de l'argent. Et mes valeurs de fraternité et de solidarité et d'humanisme m'empêchaient d'accepter ces lois-là. Et pendant le même temps, parce que j'avais hérité d'une petite somme d'argent d'un vieux grand-oncle, un copain de fac m'avait dit, tu sais, acheter de l'art, c'est un bon placement.
Alors je dis, ah oui, c'est très bien ça. Et il m'a fait connaître un garçon qui travaillait dans une société d'investissement en œuvres d'art. Je suis devenu copain avec ce garçon, et ce garçon m'a dit au bout d'un moment, je ne vais pas rester dans cette boîte, est-ce que tu ne veux pas créer une société d'investissement en œuvres d'art avec moi, puis d'autres futurs associés. Et comme la banque me déplaisait fortement, je lui ai dit, bon, moi je ne connais rien à l'art, mais bon, je peux m'occuper de la partie gestion de l'entreprise, puisque c'est ma formation. Il m'a dit, très très bien. Bon, nous avons donc créé cette société d'investissement œuvres d'art, et il se trouve qu'on envoyait des gens qui travaillaient pour nous un peu partout en France pour essayer de démarcher des gens qui n'avaient pas acheté d'art auparavant, des toubibs en province, des notaires, des gens comme ça. Et il se trouve que souvent, tout le monde était en dehors du bureau et je restais le seul permanent. Et quand par hasard, il y avait un de ces clients de province qui passait, il y avait que moi qui pouvais les recevoir. Et je ne connaissais pas grand-chose à l'art. Donc j'ai dû presque improviser un discours, puisque je n'étais pas très féru. Et mes associés m'ont dit, mais tu sais, tu te débrouilles bien, tu as un bon sens du commerce, tu devrais plus aller sur le terrain. Je dis oui, mais bon, il me manque quand même une culture artistique. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je l'acquière. Donc, je me suis mis à lire des livres, je me suis mis à aller dans les musées, je me suis mis à lire des revues. En fait, j'ai fait tout ce qu'il pouvait pour me cultiver en autodidacte. Donc tout ça allait très bien, et puis je progressais réellement. Et puis jusqu'au jour, parce qu'on avait commencé la société en 1973, en 1974, fin 1973, il y a eu les chocs pétroliers. Donc moralité, on a quand même commencé dans une période difficile, puisque c'était une période de récession forte et du début du déficit commercial, du déficit public de la France qui a commencé à cette époque-là. Donc en 80, sur le plan économique, les choses n'allaient pas très bien, et tous mes associés qui trouvaient que tout cela n'était pas assez profitable, l'un après l'autre sont partis en me disant, ben voilà, on te vend mes actions, je vends mes actions, prends-les, accepte-les. Et je me suis dit, non, je ne veux pas commencer ma vie par un échec. Donc j'ai racheté toutes les actions des coactionnaires, mais en fait je rachetais beaucoup de dettes, parce que ça n'allait pas très bien. Mais je me suis dit, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas, non, c'est pas ma nature, j'abandonnerai pas. Mais je me retrouvais à gérer des dettes, je me retrouvais dans une situation économique qui n'était pas extrêmement favorable, et je n'avais qu'une très très petite culture de l'art. J'avais ce que m'avaient enseigné mes associés. Et de 73 à 80, le marché de l'art français des galeries, le marché de l'art français était très important encore à l'époque. L'Amérique ne rayonnait pas comme elle s'est mise à rayonner plus tard. La France était, tous les étrangers venaient à Paris pour acheter de l'art, et Paris avait recueilli au travers du siècle tous les grands peintres, qu'il s'agisse de Picasso, Chagall, Dali ou autres. C'était tous les écoles de Paris, ils étaient tous venus vivre en France. Donc, on se retrouvait à défendre donc un peu des peintres du passé, mais qui étaient tous abstraits. C'est-à-dire qu'on pouvait aller dans n'importe quelle galerie parisienne, au mur, il n'y avait que de l'art abstrait. Très bien, puis je m'étais très très bien fait à cette idée-là, l'art contemporain, c'est abstrait. Et un jour, un jeune sculpteur qui s'appelait Robert Seguino avait eu vent qu'on allait exposer à la FIAC. Et nous, on n'avait pas d'artistes encore, parce que les artistes qu'on défendait, c'était des artistes qui étaient sur le marché, mais on ne les connaissait même pas. Donc on picorait des œuvres à droite et à gauche chez des confrères, mais on n'avait pas d'artistes que l'on défendait. Et ce Robert Seguino, on lui dit, oui d'accord, mais on veut bien t'exposer, mais il faudrait avoir aussi d'autres artistes. Et il m'a dit, je connais un gars vachement bien qui s'appelle Autoire. Je découvre le boulot d'Autoire, j'ai un coup de cœur, mais ça ne correspondait pas du tout aux stéréotypes de l'époque, qui était tout de l'art abstrait. Mais moi, ça me plaisait, puis j'avais envie de défendre ça en me disant, ça décoiffe, c'est complètement
c'est complètement neuf, c'est bon. Du coup, on va montrer Autoir à la FIAC. J'ai essayé d'amener quelques amis voir ce que je montrais. Et la plupart des gens que je connaissais, je ne citerai pas de nom, m'ont dit « Mais attends, mon pauvre ami, tu te trompes de combat, c'est vulgaire ce que tu montres. L'art, ça n'est pas ça. L'art, c'est l'abstraction. » Et vraiment, je me suis fait descendre en flèche. Qu'à cela ne tienne, j'avais quand même mis le pied à l'étrier de l'art contemporain figuratif. Et après cette FIAC, je me suis dit, il faut que j'aille fouiller un petit peu pour savoir s'il y a de l'art figuratif contemporain français. Et en ayant lu un peu des bouquins, on l'a vu, j'ai découvert qu'il y avait un mouvement qui s'était créé en 1964 qui s'appelait la figuration narrative. Donc, je me suis cultivé sur ces artistes-là. Je ne les ai pas rencontrés immédiatement, tout au moins les premiers couteaux, parce que bon, j'étais jeune et je n'étais pas encore très très sûr de moi. Donc, je savais qui ils étaient, mais je ne me sentais pas assez costaud pour les défendre. Donc, j'ai été prendre un peu des artistes qui étaient de très bonne qualité, mais moins affirmés que les grands noms. Et dans le même temps, oui, c'est en 1978, j'ai commencé à aller découvrir l'Amérique. Je voulais voyager, ça se matérialisait. Et puis un jour, en rencontrant des marchands américains, il y en a un qui s'appelait Michael Schwartz qui m'a dit « Mais tu sais, je montrerais bien de l'art figuratif français. » Alors je lui dis, bon, ce qu'il faut montrer, c'est la figuration narrative. Et il m'a dit, tu les connais? Et je ne les connaissais pas vraiment et autres, mais ça me donnait un argument extrêmement fort pour aller les voir en disant, je peux vous faire une exposition aux États-Unis, et en plus, pas dans un endroit de 18e catégorie, c'était une galerie très très chic et très riche à Rodeo Drive à Los Angeles. Et évidemment, tous ces peintres ont tout de suite ouvert des grands yeux en disant « Ah ben oui, on est partant ». Et j'ai même réussi à faire en sorte, donc tous ces peintres sont allés à Los Angeles. J'ai même fait faire la préface par Gassio Talabo, qui était le critique d'art officiel de ce mouvement, qui a été invité à Los Angeles. Et ça m'a donné un crédit dingue auprès de ce mouvement, parce que j'avais réussi à faire ce que tous les grands marchands français de l'époque n'étaient pas capables de faire. Alors, je rentre en France, j'avais très bien réussi mon coup, et entre autres, puisque on est ici en Serbie, j'ai fait aussi exposer Vlada, le nom un peu commun, enfin que tout le monde donne à Veliko. J'ai donc fait exposer Vlada en Californie. Et donc j'ai continué mes voyages aux États-Unis et à un moment, un de mes amis intimes de Chicago qui s'appelait Tom Monahan, qui défendait donc Adami de la figuration narrative, m'a montré le travail d'un Américain qui s'appelait Peter Saul. Et ce peintre m'a vraiment beaucoup fasciné. Comme il m'a énormément fasciné, je suis rentré à Paris et j'ai commencé à parler un petit peu au milieu de la figuration narrative que je commençais à bien connaître, en leur disant j'ai rencontré un peintre fabuleux. Et les fondateurs du mouvement, que sont Rancillac et Télémaque, ont commencé à me rironner en me disant mais tu plaisantes, Peter Saul, c'est notre maître à tous. Ah bon, et comment et pourquoi? Et il m'a dit, c'est simple, Peter Saul était un renégat aux États-Unis, donc il est parti en Hollande, et puis il s'est installé, il a été montré par la galerie Denise Breteau, et nous, étant jeunes peintres, notre rêve c'était de rentrer chez Denise Breteau, et on voyait ce peintre américain, on voyait ses œuvres, mais on ne le voyait pas lui, et ce peintre américain nous fascinait complètement à tel point que nos œuvres de jeunesse, c'est Télémaque et Rancillac qui parlent, sont très 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 influencés de Peter Saul. Après tous les éloges que Rancillac et Télémaque me font de Peter Saul, alors que j'étais déjà emballé, je décide immédiatement de m'en occuper. Et de manière très forte, ça
surprend tout le monde et c'est Soul qui va me donner l'image d'une galerie importante. Il va y avoir 7 ou 8 musées qui vont vouloir faire une exposition en honneur de Peter Soul dans les années qui vont suivre. Et en fait, Peter Soul m'a ouvert vraiment grand la porte pour une autre dimension dans mon aventure. Et Peter Soul il était reparti aux États-Unis, il avait donc enseigné à Austin, Texas, et il était avec Derek Boshir. Et il m'a dit comme ça, un jour, il m'a dit « Tu devrais s'occuper de ce gars-là, il est de mon niveau ». Donc tout de suite, je veux savoir qui est Derek Boshir. Je découvre que c'est un peintre très important du pop art anglais, de la seconde génération du pop anglais qu'on appelle les Young Contemporaries. Et Derek est un homme extrêmement chaleureux, facile, ouvert, serviable. Et tout de suite, je me mets à l'exposer. Et petit à petit, Derek va me faire comprendre et connaître le pop anglais jusqu'à... bon, alors j'ai une dizaine, une douzaine, quinzaine d'années avec Derek et Peter Soul. Et il m'emmène en 2006 à Bilbao, où il y a la plus grande rétrospective qu'on ait jamais fait sur le pop anglais. Et là-bas, je commence à rencontrer tout le monde, les grands critiques d'art anglais, les grands peintres anglais, de David Hockney à Peter Phillips, en passant par Alan Jones, etc., etc. Et dans le milieu anglais, entre guillemets, je deviens une star parce que je suis le seul Français. Le côté bis-bis entre les Français et les Anglais a toujours existé et existe toujours. À partir du moment où je suis là ce soir-là, ils m'adoptent. Et après, je vais aller plusieurs fois dans des grands messes sur le pop anglais où chaque fois, je serai le seul Français. Je me suis retrouvé à une très grande fête chez Christie's pour l'inauguration d'un nouveau building. Je me suis retrouvé à Wolfsburg en octobre dernier où ils ont fait une exposition encore plus grande sur le pop anglais. J'étais le seul Français et c'est devenu presque mon image de marque. Alors, du coup, je vais essayer d'avoir plus d'artistes pop anglais, je vais m'intéresser à plus, sauf que certains sont déjà morts, certains autres sont tellement chers qu'ils sont inabordables pour moi. Et bon, donc c'est compliqué. Donc je me trouve à en défendre 3, mais en ayant des ramifications avec certains autres de temps en temps. Alors voilà pour l'histoire du pop anglais et alors pourquoi le pop anglais m'a séduit pour des tas de raisons. D'abord parce que j'avais appris à bien parler anglais en allant beaucoup aux États-Unis, donc je me sentais capable. Mais il y a une autre raison, c'est que quand on parle de ces gens-là, il y a un lien évident entre la pop music et le pop art. Je disais tout à l'heure que Robert Fraser, qui était galeriste, qui exposait les grands du pop anglais dans les années 60, était aussi les agents des Rolling Stones et des Beatles. Donc le monde était un petit monde. Et donc, comme ces gens-là, quand ils venaient en France, je les invitais à la maison, moi j'ai connu des tas d'anecdotes très très drôles sur, par exemple, Anthony Donaldson qui est prof à l'école des Beaux-Arts, qui est prof à la Slade School of Art en 61, il est chargé, à 21 ans il devient prof, il est chargé déjà de monter les soirées du vendredi soir. Et donc l'un des premiers groupes qu'il fait venir, c'est un groupe de jeunes qui débutent, il s'appelle les Rolling Stones. Voilà, donc Anthony Donaldson a été proche de Gilmour, des Pink Floyd, etc., etc. Donc c'était extrêmement fascinant pour moi de connaître toutes les anecdotes. Au travers de Derek Boshir, j'ai pu connaître David Bowie, qui a même fait l'honneur, un signe de venir jusqu'à la maison, chose complètement invraisemblable, puisque tout le monde le sait, David Bowie est un mythe. Voilà, donc ça c'est toute mon aventure anglaise. Mais parallèlement, j'ai quand même voulu m'intéresser, pour me prouver que j'étais pas si vieux que ça, à quelques jeunes. Alors j'ai découvert un jeune qui s'appelait Eric Lio, qui maintenant est très très connu, mais moi je ne l'ai pas regardé parce qu'il est devenu trop commercial, mais j'ai connu Bernard Prat, enfin j'ai aidé à faire la promotion de Bernard Prat, et puis Christophe Compiano,
qui vient ici à cette exposition en Serbie. Aurélie de la Cadière, qui est une jeune et qui travaille dans la mouvance de la figuration narrative, mais en allant beaucoup plus loin. Donc les jeunes m'ont beaucoup intéressé. En fait, j'ai toujours une envie d'aller chercher les jeunes, mais j'ai beaucoup de mal parce que l'art est assez générationnel et il y a un moment où on se rend compte qu'il y a une rupture. Pour finir tout cela, je voudrais faire un petit chapitre sur Guy Rachel Grataloup. Guy Rachel Grataloup n'a aucun rapport avec tous les artistes que je défends. Et je le connais depuis assez longtemps et je l'ai montré il y a fort longtemps, ça va faire presque 20 ans je pense. Et même s'il ne correspondait pas à l'équipe que je défendais, puisque je défendais un art qui était sociopolitique, assez engagé, Grataloup, lui, c'est un autre monde, c'est un monde philosophique, métaphysique, lui-même se définit comme théosophe. Et donc c'était une sorte de regard de l'univers et de l'homme, de cette énergie première qui vient sur notre planète et qui nous donne la vie. Et c'est un autre aspect très profond de moi-même qui est en moi, mais que j'avais toujours négligé de montrer à la galerie. Et je n'ai jamais... il y avait un autre artiste auparavant qui s'appelait Christian Bouillet, qui faisait un travail de figuration narrative, mais avec une notion de temps et d'espace. Et c'est peut-être le fait d'avoir défendu Bouillet un petit peu plus tôt, qui s'est suicidé malheureusement, m'a amené à donner une sorte... C'est-à-dire, en fait, si on veut résumer, c'était moi et la société, ou la société et moi, et l'univers et moi. Donc voilà deux trucs. Il se trouve donc que j'ai beaucoup d'artistes dans la société et moi, et que Guy Rachel est la seule exception, mais seule exception que je ne veux pas lâcher. Bonsoir à tous, je suis très content d'être là ce soir parce ce qui m'arrive, j'aurais jamais pensé que ça puisse arriver. Cette histoire arrive parce que j'ai rencontré il y a longtemps un garçon qui s'appelait Nebo Bosniak, qui a suivi mon travail, qui a été passionné et qui m'a dit un jour, il faut que je montre ça, ce que tu fais dans ma ville. Alors mes premiers remerciements vont à Nebo Bosniak parce que c'est lui qui a rendu ça possible. Alors ensuite, Nebo, c'est très bien, il voulait faire, mais il fallait qu'il y ait des gens qui le suivent. Et tout de suite, l'équipe de Radovan, ici, a dit oui. Pour moi, il va falloir longtemps pour m'en remettre, ce n'est pas quelque chose de commun. Donc je vais d'abord remercier Radovan en tant que chef, mais toute l'équipe autour de lui qui a travaillé avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de générosité et beaucoup de professionnalisme. Alors ensuite, il faut que je vous remercie, vous. Sans vous, je ne suis rien. Donc, merci à tous d'être venus. Et enfin,
ce qui a apporté beaucoup à mon bonheur, c'est que quand Nebo a apporté cette idée et tout, j'en ai parlé à mes artistes et tous mes artistes ont dit mais c'est fabuleux, on va te suivre, on vient, on veut vivre ça. Et ils sont, alors il y a les artistes, il y a les collectionneurs, il y a les amis, ils sont venus à 25, c'est assez étonnant. Alors pour conclure, ce que je dirais, c'est que c'est toujours merveilleux que les peuples se rencontrent. Et ce qu'il se passe ce soir, c'est une rencontre entre deux peuples. Et pour moi, ça a une valeur symbolique extrêmement forte. C'est un symbole fort d'humanisme. Dans un monde méchant et violent, ça fait beaucoup de bien. Merci à tous. I met Alain Matarazzo in Bilbao at an exhibition of British pop art, and I was introduced by Derek Bosher, who is in the next room, for breakfast one day in the hotel, and we talked a bit, and he said, "Oh, I would like to show your paintings." So it was okay. I started. Moi, j'ai rencontré Alain dans l'histoire de la galerie tardivement. C'était en 2014 et Alain est venu donc à l'atelier grâce, c'est Sabine qui avait trouvé mes travaux et qui a alerté son père. Et là, pour le coup, les deux ont eu véritablement une forte attirance pour le travail et ont décidé donc de venir me retrouver. À partir de ce moment-là, il y a eu entre Alain, Sabine et moi des discussions de plusieurs heures journalières d'abord pour nous flairer, pour sentir si on était bien ensemble. Et comme on était bien ensemble, on a décidé d'aller plus loin et donc très vite, Alain m'a proposé d'organiser une exposition personnelle dans la galerie et avec l'idée évidemment qu'on allait poursuivre au-delà. Et la preuve, ce qui se passe en ce moment ici dans votre ville, dans le musée, ça fait partie justement des prolongations merveilleuses. Mais ce que je trouve très touchant chez Alain, et j'associe tout le temps moi sa fille parce que j'ai en fait vraiment fait la connaissance des deux en même temps, c'est la qualité d'écoute et d'accueil de l'artiste. Moi j'ai bénéficié de cela, mais je suis certain que les autres artistes, les autres peintres de la galerie ont bénéficié de cette même qualité d'accueil et de cette même qualité d'attention qui fait qu'on se sent entouré. L'œuvre est portée, mais l'humain aussi est porté. Et ça, c'est tout à fait rarissime, tout à fait exceptionnel. Pour cela, je les remercie infiniment tous les deux. C'est à la fois assez simple, Alain Matarazzo, et très complexe. C'est un homme où, un jour dans ma vie où je ne croyais pas en moi, je lui ai envoyé un mail et il m'a appelé un quart d'heure après et il m'a donné toutes les possibilités de vivre mon rêve et de voir la peinture comme il fallait que je la voie. Il m'a fait un cadeau en me donnant tout ce qu'il m'a donné et je le remercierai jamais autant. J'ai aucun mot pour lui dire assez je t'aime. C'est comme un deuxième père pour moi. C'est un père de peinture. Alain Matarazzo, je l'ai connu en 1986
J'avais quitté notre galerie et puis je suis arrivé chez lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il est arrivé, puis il aimait pas trop, enfin il aimait bien ce que je faisais, mais il dit je te vendrai jamais ça. Alors je lui ai présenté 2 tableaux qu'il a accrochés à la galerie, il les a vendus. Et puis depuis, je suis resté, il y a 30 ans que je travaille avec lui, voilà. Et on est devenus des amis. Alors j'ai fait plein d'expositions, j'ai fait la stratégie de l'atelier, j'ai fait Al Rock, j'ai fait trop d'infos, tue l'info, enfin voilà. Et puis tout ça, ça s'est très très bien passé. On s'est engueulé de temps en temps parce qu'avec un marchand, on s'engueule tout le temps, parce qu'on n'est pas un artiste, c'est pas toujours tout linéaire, et un marchand non plus. Hein. Alors voilà, mais ceci dit, ça fait que depuis quand même 30 ans qu'on travaille ensemble, et puis on est devenus maintenant très copains. Voilà, toute l'histoire de mon activité artistique avec Alain Matarazzo. Alain Matarazzo, qui a une galerie à Paris, qui a été inaugurée en 1976. Donc cela fait 40 ans que ce galeriste se consacre à une génération d'artistes qui a été suivie par une autre génération, mais toujours dans un courant esthétique qu'il a souhaité développer et surtout montrer, auquel il s'est attaché, la figuration narrative. Alors, ce qui me touche, c'est que Alain Matarazzo a été fidèle à une idée de la peinture, à une esthétique, et une première génération, une autre génération, maintenant une troisième génération. Il ne s'est pas écarté du chemin sur lequel il s'était engagé. Et ça, je trouve que c'est vraiment une grande qualité, parce que c'est une qualité qui exige de la sincérité, de la vérité, une authenticité aussi, et donc une loyauté aussi envers des artistes auxquels il est resté fidèle et qui lui sont restés fidèles. Donc ça fait que cette galerie, la galerie du Centre, est aujourd'hui parmi une des rares galeries à exercer un métier qui s'est un petit peu égaré dans des voies trop commerciales. Et là, on reste avec vraiment une fratrie et une complicité entre un marchand, et parce que c'est un mot quand même qui est réel, c'est le marchand, il est là pour vendre de la peinture, il est un passeur, il fait le lien entre le public et un artiste, entre la création et quelqu'un qui regarde et qui va être amené justement par cette sorte d'aide à la fois intellectuelle et artistique qui lui est offerte. Eh bien, le public va être amené à découvrir et à aimer et à rentrer à nouveau et à continuer une histoire qui a été commencée par un homme, voilà, qui a décidé de consacrer sa vie à l'art. Et alors, oui, ce qu'on pourrait dire, c'est que, en fait, vivre un moment aussi intense est extrêmement rare parce que
J'ai mené mon métier pour défendre des artistes depuis extrêmement longtemps. 25 personnes de France sont venues pour vivre ça et tout le monde a partagé ce moment intensément. Ça restera un très 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 grand moment de mon existence. Voilà.